Lumière. 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 Lumière sur le laser pour échantillonner les sites géologiques avec Christophe Thomazeau, géochimiste à l'Université de Bourgogne et rattaché au laboratoire Biogéosciences à Dijon. Aujourd'hui, nous recevons Christophe Thomazeau. Il est maître de conférence à l'Université de Bourgogne et chercheur au laboratoire Biogéosciences à Dijon. Il est géochimiste. Alors, quand on pense géologie, on voit tout de suite grand, dans le temps, dans l'espace. Mais en fait, la chimie apporte son aide à la géologie pour mieux comprendre la vie de notre planète et son évolution. Plongeons donc avec Christophe Thomazeau dans l'infiniment petit et allons voir cela de plus près. Bonjour Christophe. Bonjour. Votre dernière publication scientifique porte sur une nouvelle méthode au laser pour préparer des échantillons sur site. Avant de nous expliquer cela, pouvez-vous aussi nous dire pourquoi on parle toujours des isotopes pour comprendre le climat de la vie passée ? Merci, bonjour. Alors, la matière est constituée de molécules et chaque molécule est constituée d'atomes. Et ces atomes, en général, ils sont rangés dans une classification. Et ce rangement, il est principalement lié à la façon dont les atomes vont réagir avec d'autres atomes. Et les réactions, elles sont permises notamment par les électrons qui sont autour de l'atome, ce qu'on appelle le nuage électronique. Alors c'est comme ça qu'on range les atomes, mais parfois un atome, il peut avoir plusieurs formes. Alors il a le même nuage électronique, donc il fait globalement les mêmes réactions, mais par contre, à l'intérieur de cet atome, dans le noyau, il n'y a pas tout à fait le même nombre de particules, en particulier de neutrons. C'est ce qui fait qu'on parle d'isotope. C'est le même élément chimique, les mêmes réactions, mais il est un peu différent, notamment parce qu'il a une masse différente. Alors c'est beaucoup plus clair. Donc maintenant, comment fait-on pour les analyser ? Alors pour les analyser, en géologie en tout cas, il y a tout un processus qui est un petit peu long, qui va depuis l'échantillon géologique, qui est une roche en général, à la production d'un gaz. Et c'est le gaz qui va être analysé dans une machine qu'on appelle un spectromètre de masse à rapport isotopique. Le principe, il est assez simple. On va prendre ce gaz, l'accélérer comme dans un accélérateur de particules, et on va dévier les différents atomes qu'ils composent en fonction de leur masse. On leur fait faire la course en quelque sorte. Le plus gros est un petit peu plus lent que le plus léger. Et donc comme ça, on va pouvoir les compter un à un et savoir combien on a d'isotopes qui sont gros, combien on a d'isotopes qui sont petits. Ça nous donne accès à un rapport isotopique. Et en général, ce rapport, il est standardisé par rapport à une référence internationale que tout le monde connaît et mesure régulièrement dans son laboratoire. Et on l'exprime sous forme d'un delta. Alors, vous avez mis au point une nouvelle méthode, plutôt un nouveau dispositif technologique pour pouvoir faire cela sur le terrain, visiblement, directement. Alors, on est tout oui. Alors oui, alors déjà ça part d'une collaboration avec l'Institut Carnot de Bourgogne, avec des physiciens. Et une des réflexions, alors un des chercheurs de cet institut a l'habitude de venir sur le terrain et a constaté que c'était un processus quand même très long pour le géologue d'acquérir ce genre de données isotopiques, qui commençait par échantillonner les roches, donc les casser au marteau, puis les ramener directement au laboratoire. Il fallait encore ensuite les broyer pour faire une poudre très fine qu'on fait réagir avec des acides pour enfin produire le CO2. Alors cette réaction, elle est assez classique, hein, c'est la réaction qu'on utilise quand on veut détartrer en fait chez soi. Donc c'est un processus très long et puis finalement ce gaz, il est aussi un peu compliqué à manipuler ensuite puisqu'il faut le faire dans des lignes à vide. On ne veut pas mélanger le CO2 qui vient de l'échantillon avec le CO2 qui est dans l'air. Donc il y a tout un protocole et un dispositif qui est extrêmement long, coûteux en énergie et en temps. L'idée, c'était finalement, est-ce qu'on peut produire le CO2 directement sur le terrain sans avoir besoin de ramener l'échantillon, de le broyer et de faire toutes ces étapes de chimie préalables. Alors, finalement, on a réfléchi à des choses assez simples qui sont une réaction de calcination. Alors, la calcination d'un carbonate, c'est connu depuis l'Antiquité, depuis les Égyptiens, c'est ce qu'on utilise pour fabriquer de la chaux. On va faire réagir à la chaleur un carbonate, on produit CaO et CO2. CO2, c'est le gaz qui nous intéresse.
Et pour faire cela, dans les années 80, des gens avaient déjà réfléchi à cette question et avaient mis au point des dispositifs qu'on appelle des dispositifs d'ablation laser, qui permettent de fabriquer un plasma à partir d'une roche. Alors ça, c'est possible, mais qu'en laboratoire, parce que ça nécessite des lasers qui sont très gros, très puissants et qui coûtent aussi très cher. Là, l'idée, avec ce physicien spécialiste des lasers, c'était de trouver un laser peu encombrant, avec un coût aussi très réduit pour atteindre des températures qui permettent cette réaction de calcination, qui est autour de 900 degrés Celsius. Et l'idée originale, ça a été de prendre des diodes laser fibrées, qui sont vraiment des toutes petites diodes qui permettent d'avoir un faisceau laser pour réaliser cette réaction de calcination, et d'intégrer ça dans un dispositif portable qu'on puisse transporter sur le terrain. Donc en fait, ce dispositif qui est nouveau, il est facilement transportable. Il tient physiquement, il tient dans une mallette. Alors, on a déjà construit beaucoup de versions. Oui. On en est à la 6e. On a une version qui tenait dans une valise de taille moyenne, qui ressemblait à une grosse boîte finalement, qu'on a emmenée sur le terrain à Digne-les-Bains, sur un site géologique très connu qui s'appelle la Dalle aux Ammonites. Et maintenant, là, on est à la 2e version de l'équivalent d'un pistolet. Donc on a un pistolet, alors un peu gros, ce serait plus une mitraillette pour l'instant, mais qu'on pourra emmener sur le terrain un peu plus facilement et qui va surtout permettre de faire des prélèvements directement sur une falaise de carbonate comme à Étretat par exemple. Ah oui, mais là, après, ce dispositif... Alors déjà, j'imagine que ça va vous permettre d'avoir des données immédiatement. Donc peut-être que ces données, elles vont être aussi peut-être plus fiables, parce que si elles sont faites immédiatement, il n'y a pas de choses qui se passent, de processus qui pourraient abîmer l'échantillon, etc. Et puis, vous pouvez peut-être aussi envisager votre recherche différemment en fonction des résultats que vous allez obtenir. Dites-nous tout. Alors oui, c'est exactement ça. Un des gros intérêts et majeurs, c'est que si on couple cette technique pour avoir le gaz CO2 issu des carbonates à un spectromètre de terrain, les dernières générations permettent de faire ça aussi avec des lasers, donc ce qui ferait finalement une technologie tout laser. On va pouvoir échantillonner et mesurer un carbonate directement sur le terrain et avoir les résultats finalement en 27 minutes, ce qui est extrêmement rapide par rapport à prendre l'échantillon, le ramener au laboratoire. Ça a plusieurs avantages. Alors un des avantages, c'est que ça simplifie énormément la logistique. Si je prends l'exemple d'une mission que j'ai fait il y a quelques années en Namibie, où on a ramené 300 kilos d'échantillons pour faire ces analyses. Il y a tout le coût et la logistique pour envoyer les échantillons, souvent par cargo, dans des containers. Là, on n'aura plus besoin de faire ça. On aura l'analyse directement sur place. Donc ça enlève des coûts. Et l'autre avantage, c'est que quand on peut faire l'analyse sur le terrain, on peut la recommencer si elle ne nous plaît pas. Et puis on peut surtout vérifier à la fin de la journée que toutes les analyses qu'on a faites nous donnent des résultats qui sont intéressants. Ce que ça veut dire, c'est que si on se rend compte qu'il nous manque quelques échantillons à droite de la falaise, ou si le pas d'échantillonnage est un peu trop grand, on a échantillonné tous les mètres et on préférait tous les 5 mètres, ou à l'inverse, on préférait resserrer la zone d'échantillonnage dans certaines portions de la flore géologique qu'on a devant nous, on va pouvoir le faire le lendemain. Donc on va gagner énormément de temps dans notre recherche. Et par ailleurs, et c'est non négligeable aussi, on va gagner beaucoup de coût carbone, puisque au lieu de retourner 3 ou 4 fois sur le terrain pour aller vérifier, recommencer, compléter les analyses qu'on a faites, on va pouvoir faire tout ça en une seule mission de terrain, ce qui va enlever et du coût carbone et du coût de recherche aussi. Et puis ça dégrade moins. Alors oui, ça c'est autre chose, c'est d'autres applications qu'on peut avoir avec ce laser. Évidemment, à la place de casser au marteau une grande surface géologique, de prélever 3-4 kilos d'échantillons, on va pouvoir avoir une analyse qu'on dit souvent ponctuelle et qui est là de l'ordre de l'ablation ou le chauffage de à peu près 100 micromètres d'échantillons. Donc ça, c'est tout petit. Alors ça permet en plus d'accéder à des informations spatiales beaucoup plus fines, donc des fois de répondre à des problèmes aussi, en particulier si le carbonate nous semble altéré par exemple. Et ça a d'autres implications aussi parce que ça peut servir notamment les archéologues ou les gens qui travaillent sur le bâti.
pour faire des analyses sur des sculptures historiques ou alors en relation par exemple avec la maladie de la pierre. On va pas vouloir dégrader complètement ou déchausser les pierres d'un immeuble. Si on peut faire des analyses très ponctuelles, on peut essayer de répondre à des questions sans abîmer une œuvre d'art. Ce nouveau dispositif, j'imagine il va être breveté ou il est peut-être en cours de dépôt de brevet, parce que je pense qu'il y a plein de labos, j'en connais un à côté de la délégation qui doit être très intéressé aussi. Je pense qu'il y a plein de labos en France et dans le monde qui n'ont pas ces outils-là, donc... Alors oui, en fait, il a déjà été breveté. D'accord. On a été accompagné par l'agence de valorisation de la recherche de la région, la SAT Science, pour ça, qui a financé et la maturation technologique de ce projet et le financement d'un brevet. Et ce nouveau dispositif, il a été présenté en conférence déjà plusieurs fois et on a eu énormément de retours, en effet, de tout un tas de collaborateurs internationaux qui souhaitent voir comment ça marche. Alors, déjà des collègues américains qui veulent faire le prochain terrain avec nous. Et oui, a priori, ça peut être un outil de rupture, en tout cas dans les années futures, en particulier pour cette thématique-là de recherche. Ouais. Donc si on revient à la thématique, parce que là on a parlé du dispositif que vous avez mis en place, mais en fait ce n'est qu'un dispositif pour vous permettre de faire vos recherches. Alors allez-y, dites-nous tout sur vos recherches. Voilà. Alors oui, je peux expliquer un peu à quoi ça sert finalement de faire toutes ces mesures. Alors en géologie, c'est un outil très très utilisé, la mesure isotopique dans les carbonates. On va aller mesurer deux isotopes dans les carbonates, le carbone et l'oxygène. Le carbonate le plus classique, c'est le calcaire, CaCO3, donc on peut accéder et au carbone et à l'oxygène. Et c'est pour ça qu'on produit ce gaz CO2, c'est bien pour analyser ces deux atomes différents. Ces atomes, ils nous apportent plein d'informations, parce que les isotopes du carbone, eux, ils nous racontent l'évolution du cycle du carbone sur Terre au cours des temps géologiques, et on peut remonter très très loin grâce à l'archive des carbonates, puisqu'on peut remonter jusqu'à plus de 3 milliards d'années. Donc on peut vraiment remonter jusqu'au début de l'histoire de la Terre. Les informations directes qu'on va acquérir en mesurant les carbonates et leur composition isotopique, c'est quelle est la taille de la biomasse au moment où ces carbonates ont précipité. Et avoir accès à la taille de la biomasse, ça peut être particulièrement important quand on cherche à comprendre, par exemple, ce qui s'est passé lors de la crise crétacé-tertiaire d'extinction des dinosaures. Alors, on va voir les paléontologues qui nous disent « on trouve beaucoup de fossiles », et le géochimiste va dire « ok, je vais aller vérifier si le cycle du carbone a été perturbé globalement à cette époque-là ». Et c'est comme ça qu'on arrive à faire le lien entre des fossiles en paléontologie et une extinction majeure de la vie sur Terre et une diminution de la biomasse drastique à cette époque-là. Ça, c'est pour les isotopes du carbone. Pour les isotopes de l'oxygène, on va utiliser ces isotopes dans les carbonates parce que la répartition des isotopes finale à l'intérieur du calcaire, elle dépend principalement de la température à laquelle va précipiter les carbonates dans l'océan. Et en mesurant donc le delta O18, cette composition isotopique de l'oxygène, on est capable, avec une fonction de transfert, de dire ce carbonate a précipité dans un océan qui avait telle température. Et c'est comme ça qu'on reconstruit les chroniques de paléotempérature au cours de l'histoire de la Terre. Ça a évidemment beaucoup d'intérêt actuellement aussi pour comprendre qu'est-ce qui se passe quand il y a un réchauffement climatique ou une glaciation. Le dernier intérêt, c'est qu'on peut coupler ces deux marqueurs. L'oxygène nous donne la température, et si on mesure les carbonates pour leur composition isotopique du carbone et la matière organique dans un second temps, on va avoir accès au réservoir qui permet la précipitation de ces deux objets géologiques, la matière organique et les carbonates. Et ce réservoir, c'est le CO2 qui est dans l'atmosphère finalement. Et du coup, on est capable de poser des contraintes sur la concentration en CO2 dans l'atmosphère au cours des temps géologiques. Et là, du coup, on voit le lien direct paléotempérature, paléoconcentration de CO2 dans l'atmosphère. Donc, on va pouvoir tester l'effet du CO2 comme gaz à effet de serre dans le système climatique. Là, on voit la recherche au service de la connaissance pour tous et l'utilité qu'on peut en avoir au quotidien, parce que là, on a une pression sur le réchauffement climatique qui touche tout le monde, et c'est très utile d'avoir des chercheurs qui travaillent en recherche fondamentale
en amont. Alors là, vous nous avez expliqué les grands axes de votre recherche. C'est quoi la prochaine étape pour vous? Alors, oui, c'est une bonne question. La prochaine étape, ça va être d'aller justement en Namibie, a priori, pour aller étudier un événement géologique qu'on appelle la Terre boule de neige. Alors, la Terre boule de neige, c'est très intéressant, c'est une des plus grandes glaciations qu'il y a eu sur Terre, qu'on pense être d'échelle globale, donc c'est pour ça qu'on appelle ça, qu'on parle de Terre boule de neige. Et on veut aller tester les réponses du cycle du carbone en Namibie parce qu'il y a des enregistrements géologiques très fins et continus de cet épisode de Terre boule de neige. L'avantage par rapport à ce qui a déjà été fait, c'est qu'on va pouvoir avoir une résolution dans l'enregistrement de ces isotopes qui va être extrêmement fine sur cette paroi un peu emblématique de cet épisode de Terre boule de neige. Alors là, on va attendre avec impatience les résultats de ces recherches-là, parce que c'est vrai que j'en ai déjà entendu parler, parce que dans la frise géologique qu'on nous représente, il y a ce moment particulier de la Terre boule de neige. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à travailler sur ce sujet, enfin dans ce domaine, et quel a été votre parcours? Ah, bonne question. Moi, j'ai l'impression que j'ai toujours été intéressé par les sciences naturelles, la description de la nature, de comprendre son fonctionnement, et aussi de comprendre dans le passé, éventuellement dans le futur aussi. Donc, j'ai toujours été beaucoup attiré par les sciences de la Terre, les géosciences en général. Alors mon parcours, il est finalement assez classique. J'ai étudié à l'université. J'ai passé l'agrégation de sciences de la vie et de la Terre et j'ai ensuite poursuivi par un doctorat en géochimie. C'était à Paris, à l'Institut de physique du Globe de Paris. Comme beaucoup de jeunes docteurs, je suis parti ensuite en postdoc. Moi, j'ai fait un postdoc en Allemagne, à Münster. Et ensuite, j'ai été recruté ici comme maître de conférence à l'Université de Bourgogne. Alors, quel conseil donneriez-vous à des jeunes gens qui s'interrogent sur les parcours? Quel chemin prendre? Ah oui, ça c'est une bonne question. Bon, déjà, je pense que je conseille à ces jeunes de bien identifier ce qui les intéresse et ce qu'ils ont envie d'avoir comme parcours professionnel. Ça, c'est important parce qu'on a quand même beaucoup d'étudiants qui sont là, mais finalement n'ont pas encore bien identifié où est-ce qu'ils ont envie d'aller et pourquoi. Mon deuxième conseil, c'est de faire et de donner les moyens de faire ce qui nous passionne. Je pense que ça, c'est vraiment important. Et la recherche, de toute façon, c'est clairement un métier de passion qui s'arrête pas à 17h quand on a fermé la porte de son bureau. Donc ça, c'est mes principaux conseils. Un autre conseil, je pense, qui est vraiment important, c'est de lire beaucoup. Finalement, en sciences, mais c'est vrai dans n'importe quel métier, plus on a une culture générale grande et plus on fait des liens entre différentes thématiques ou champs disciplinaires. Et ça, c'est vraiment très important, je pense, de beaucoup lire. À bientôt et merci beaucoup. Merci. C'était Lumière sur le laser pour échantillonner les sites géologiques avec Christophe Thomazeau, géochimiste à l'Université de Bourgogne et rattaché au laboratoire Biogéosciences à Dijon.